Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mondoscopie. Là, je ne sais plus quel numéro, ça doit être 115, mais je n'en suis pas certaine. Nous sommes le 11 mars 2026, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler de l'Iran, de la guerre contre l'Iran, menée par les États-Unis et Israël. Avant toute chose, si vous avez aimé cette vidéo, mais vous pouvez le faire d'ores et déjà, vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à Paix et Guerre, et ainsi qu'au Cercle des Amis de Paix et Guerre, si vous en voulez un peu plus, car il y a d'autres contenus. Le lien est en description. Et puis, si vous voulez nous soutenir, bien sûr, via Tipeee, c'est évidemment possible, souhaité, attendu. Voilà, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais intituler cette vidéo « Savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard ». Ce qui est certain, c'est que le doute s'installe maintenant au sein des pays occidentaux, aux États-Unis même, où un certain nombre d'officiels américains et surtout dans le monde militaire commencent à s'inquiéter sérieusement du déroulement des opérations et à en faire part à la Maison-Blanche. Rien ne va plus, hein, c'est clair. En tout cas, rien ne va comme c'était attendu ou enfin cru, parce que quand même, un certain nombre de gens, et depuis des mois, prévenaient de ce qui risquait de se passer, de ce que l'Iran n'était pas le Venezuela, de ce que les objectifs américains, on ne voyait pas très bien en termes de sécurité immédiate pour les États-Unis ou même d'influence ce que pouvait leur apporter une attaque contre l'Iran. Néanmoins, ça a été fait. En tout cas, la guerre est loin d'être terminée comme le souhaitait Donald Trump dans les premiers jours, n'est-ce pas? Ça devait durer quelques jours, puis quelques semaines. Nous sommes au 13e jour de cette offensive, donc bien sûr, l'attrition de chaque côté se poursuit, mais ce qui est quand même assez évident, c'est que l'échec de la stratégie américaine, dans la mesure où elle existait, devient de plus en plus flagrant, et les effets probables, si rien n'est entrepris au plan politique et diplomatique assez vite, les effets probables risquent d'être extrêmement destructeurs pour les États-Unis, pour Israël aussi, bien sûr, qui subit de très importants dommages, dont bien sûr on ne nous dit pas l'étendue. Je vous parlerai aussi bien sûr de la Russie, parce qu'on peut voir que là aussi les choses bougent. Ce qui est certain, là, pour l'instant, c'est que Trump essaie de minimiser les dégâts économiques, les dégâts financiers, les dégâts politiques, et aussi d'ailleurs, ne serait-ce que vis-à-vis de l'Inde, qui vient d'être autorisée, n'est-ce pas, à acheter de nouveau du pétrole russe. Donc on voit là que la Russie reprend un rôle et une importance du point de vue américain pour se sortir de ce guêpier, peut-être. Militairement, donc, on va commencer par parler des choses, des questions militaires. Bon, moi, ce qui me semble assez clair, c'est que, si vous voulez, on commence à payer le prix, eh bien, comme d'habitude, comme ça a été le cas, à vrai dire, dans le conflit ukrainien, mutatis mutandis, c'est-à-dire on paie le prix de notre arrogance, de notre mépris de l'adversaire, que l'on sous-estime, voilà, a priori. On fait les malins, voilà, on explique, n'est-ce pas, on est la plus grande armée du monde, hein, je parle du point de vue américain, et que tout ça va être une promenade de santé, mais c'est très très loin de l'être. Le changement de régime, n'est-ce pas, qu'on imaginait tellement simple, ben, il s'éloigne quand même à grands pas. Le système institutionnel iranien tient. Les autorités iraniennes actuelles sont intraitables désormais, parce qu'elles ont compris que sinon ça va recommencer. Donc il est hors de question de repartir dans un processus diplomatique dont les avantages du point de vue iranien ne soient pas suffisamment conséquents pour empêcher que ça ne reprenne.
Ça, il faut voir. Le divorce entre les objectifs israéliens et américains aussi se creuse parce que, enfin, il me semble assez clair qu'Israël, qui a souhaité cet engagement contre l'Iran, bien sûr avec l'aide américaine et s'y est préparé, arrive à ses limites, mais veut essayer de conserver les États-Unis dans la guerre, si vous voulez, de les engluer pour que ça devienne, pour avoir peut-être plus de chances d'arriver à leurs objectifs et éventuellement de poursuivre la déstabilisation du Moyen-Orient, parce que c'est quand même ce qui est en train de se produire, et ça aussi c'était assez logique et on pouvait l'attendre, on pouvait s'y attendre. Ce qui est sûr aussi, c'est que manifestement, la dissuasion iranienne via l'arsenal balistique de la République islamique fonctionne. Bien sûr, il y a les missiles de toutes sortes et l'arsenal est important et ils ne sont pas arrivés au bout, loin de là, à mon avis. Là aussi, on a sous-estimé, sous-calibré probablement, très probablement, ce qu'ils ont en stock. Mais il y a bien sûr aussi les drones qui font de très gros dégâts et il y a surtout une capacité de nuisance économique qui là est en train de se voir de manière éclatante et dramatique avec le blocage de facto, bien sûr, du détroit d'Ormuz. Bon, pour revenir sur les questions militaires strictes, enfin les armements, les Américains font tout un tas de déclarations en expliquant qu'ils ont mis à terre tant de sites de lancement, etc., etc. Mais enfin, force est de constater qu'il en reste encore, que par ailleurs, il faut faire attention, sans même parler du minage d'Ormuz, mais du détroit, mais il faut faire attention quand même aux missiles anti-navires iraniens. Il se dit qu'il y aurait une frégate, mais ça je n'en sais rien, je ne suis pas sûre que ce soit vrai, américaine qui aurait été touchée. Les Iraniens ont évidemment aussi, bon, ils ont des missiles de toutes sortes, mais ils ont aussi des missiles hypersoniques qui sont manœuvrables dans leur rentrée, si vous voulez, dans leur attaque sur la cible finale. Et ça veut dire qu'ils sont très difficilement susceptibles d'être interceptés, d'être arrêtés par les systèmes, qu'ils soient Patriot ou THAAD américains, qui par ailleurs, dont certains ont déjà été détruits, parce que, eh bien, ils ont une vitesse hypersonique au moment où ils entrent vers leur cible, et donc les systèmes THAAD et Patriot dont l'objet est d'anticiper la trajectoire du missile et de l'arrêter parce que la trajectoire est sûre. À partir du moment où ils sont manœuvrables, comme on dit, à la fin, ça veut dire qu'ils ont une trajectoire qui n'est pas anticipable, précisément. Bon, donc ça, c'est les Fateh 1, mais les Iraniens n'ont pas que cela, bien sûr. Ils ont par ailleurs fait des déclarations disant que dorénavant, ils n'enverraient rien de moins que des missiles avec des charges de 1000 livres, hein, donc voire plus, voire plus. Donc, ils n'ont pas l'intention du tout, manifestement, de baisser le niveau de leur riposte. Au contraire, et c'est cela et il est clair que leurs sites de lancement qui sont enterrés, qui sont dans des villes souterraines, etc., n'ont pas du tout été détruits en dépit des grandes déclarations de Donald Trump. Chers amis, laissez-moi vous parler quelques instants de notre partenaire NordVPN. Sur cette chaîne, nous parlons souvent de souveraineté, de la capacité des États à protéger leurs frontières, leurs intérêts, leurs infrastructures stratégiques. Mais il existe une autre forme de souveraineté, plus discrète, la souveraineté numérique individuelle. Chacun de nous laisse des traces sur le net. Adresse IP, habitudes de consommation, données de navigation. Nous sommes devenus en quelque sorte des territoires numériques et la question est simple, qui contrôle cet espace ? Un service comme NordVPN permet de reprendre une partie de ce contrôle. Concrètement, votre connexion est chiffrée, votre adresse IP est masquée et votre activité en ligne devient beaucoup plus difficile à exploiter.
En un clic, vous pouvez aussi changer d'emplacement virtuel. C'est très utile, notamment si vous êtes en déplacement à l'étranger et que vous souhaitez accéder à vos services français habituels, ou simplement si vous ne souhaitez pas que votre localisation réelle soit systématiquement utilisée. Mais la souveraineté numérique ne consiste pas seulement à se cacher. Elle consiste aussi à se protéger activement. NordVPN propose une fonctionnalité appelée protection anti-menace. Elle reste active même sans connexion VPN permanente. Concrètement, elle bloque les sites frauduleux, vous avertit en cas de tentative de phishing, elle bloque les trackers publicitaires qui collectent vos données et elle bloque aussi certaines publicités intrusives. La souveraineté des États repose sur la protection de leurs frontières. La souveraineté individuelle repose aujourd'hui sur la protection de nos données. Si vous souhaitez naviguer avec plus de sérénité, NordVPN propose actuellement, via notre lien en description, 4 mois supplémentaires offerts pour un abonnement de 2 ans et bien sûr toujours la garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Un grand merci à NordVPN de nous soutenir dans la durée, à l'année, pour nous permettre de vous offrir des contenus de qualité. Hormuz est bloqué, on sait l'importance d'Hormuz pour le commerce mondial de pétrole, de gaz, pas seulement, mais en tout cas de pétrole et de gaz. Trump explique qu'il va escorter les bateaux. Il est en train d'essayer de s'entendre avec les compagnies, notamment britanniques, d'assurance qui n'ont plus évidemment envie d'escorter des bateaux susceptibles de se faire couler. Je ne sais pas ce que tout ça va donner, mais enfin, on est très très loin de voir Hormuz de nouveau libre de circulation, parce que de toute façon, il y a un certain nombre de rampes de lancement qui sont encore possibles, qu'elles soient mobiles ou qu'elles soient enterrées, qui pourraient toucher les navires qui se hasarderaient à vouloir passer malgré tout. Et bien sûr, je parle aussi de ceux qui pourraient les escorter. Donc c'est une situation extrêmement dangereuse, extrêmement volatile. Au plan économique, bon, on commence à le voir. Le prix du pétrole et du gaz s'envole, tout simplement. L'Europe, alors l'Europe, manifestement, il y a peu de pays européens qui n'ont pas quand même condamné l'illégalité de l'attaque américano-israélienne, bien sûr, mais pour l'instant, alors il y a la France qui fait un peu cavalier seul parce qu'elle a des capacités que n'ont pas les autres et qui donc a envoyé le Charles de Gaulle pour défendre ses alliés, les pays arabes avec lesquels nous avons des accords dans la zone. Mais enfin, c'est une situation dangereuse. Je ne suis pas certaine que l'on n'ait pas été un peu trop rapide dans cette posture parce que d'autres pays, je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne, sont en train d'appeler au contraire à l'arrêt de l'escalade, à la fin des frappes israéliennes et américaines, parce qu'on sent bien que ça va déstabiliser l'économie mondiale. Et il me semble que nous devrions vraiment, nous aussi, même si on a envoyé le porte-avions et son escorte, et son groupe aéronaval, faire quand même attention à ce que nous ne soyons pas engagés assez vite, j'allais dire comme proxy américain, là, si la situation se tendait encore davantage au plan militaire. En tout cas, je ne suis pas certaine qu'avoir pris le pari finalement d'une victoire américaine tout en dénonçant les frappes au départ, si vous voulez, et l'illégalité notamment des frappes, bien sûr, soit le meilleur jeu pour notre pays. Alors après, il y a la question des pays de la région. Bon, vous savez que toutes les bases américaines, j'en ai parlé la semaine dernière, et puis plein d'autres en ont parlé, sont tapées, sont frappées par les Iraniens, mais aussi les grandes installations de pétrole en Arabie Saoudite, la plus grande raffinerie quand même saoudienne, le plus grand complexe de production et de liquéfaction du gaz au Qatar. Voilà, il y a des frappes iraniennes dont les Iraniens disent qu'ils le font en légitime défense, parce qu'en fait, ils ont été attaqués. Donc ils ripostent, y compris quand même sur les alliés des États-Unis qui s'imaginaient qu'ils étaient protégés par la présence de bases américaines sur leur sol et qui découvrent qu'ils ne le sont pas,
loin de là, qui ne sont pas à l'abri et qu'ils ont peut-être aussi intérêt à ne pas, comment dirais-je, prendre le parti américain ou même israélien, pour ceux qui sont dans les accords d'Abraham ou pour ceux qui ont une politique, plus ouverte vis-à-vis d'Israël. Là, on voit bien que le piège, en fait, qui avait été tendu par les États-Unis, par Israël, qui était de retourner, en fait, les pays du Golfe contre l'Iran, ne fonctionne pas véritablement, parce que ces pays sont frappés très durement. Il faut voir ce qui se passe au Qatar, il faut voir ce qui se passe, aux Émirats, bien sûr, et en Arabie Saoudite. Et en fait, tous ces pays qui, eux, ont une image, bien sûr, de prospérité économique, de sécurité, de stabilité, hem et de modernisme même. Je pense au projet, du prince, héritier, saoudien, par exemple, de MBS. On voit bien que là, il est en train de se mettre dans une situation, enfin, son pays est mis dans une situation très difficile. Tout ça est en morceaux, si vous voulez. Ils vont avoir non seulement à reconstruire, mais à reconstruire leur image aussi, à reconstruire ce qu'ils représentaient pour le reste du monde. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Amérique n'est pas un allié fiable, en temps, de crise. Donc même si, le sénateur Lindsey Graham, toujours, belliciste, à mort, commence à menacer, l'Arabie Saoudite, de la laisser carrément tomber, ce qui est déjà un peu le cas, si elle ne se bat pas avec les États-Unis contre l'Iran. Si vous voulez, il y a une réalité, il y a un effet de réalité pour ces pays arabes qui ont, dans des proportions diverses, des parties de leur population qui sont chiites, et de ce point de vue-là, l'assassinat de Ali Khamenei, là aussi, de mon point de vue, a été une erreur, stratégique, à moins qu'on ait voulu vraiment semer le chaos dans tout le Moyen-Orient, mais c'est un peu ce qui se passe, de facto, si vous voulez. C'est-à-dire, on a quand même tué un leader spirituel, religieux, politique, et du point de vue des populations chiites du monde entier, mais aussi d'une fraction, des populations sunnites, c'est quelque chose, de très grave dont on a manifestement, pas considéré que ce serait, dangereux ou que ça pourrait avoir un effet boomerang lourd. Donc que se passe-t-il pour l'instant? Manifestement, l'Arabie Saoudite mènerait des pourparlers, alors secrets non, puisque vous voyez, même moi je le sais, mais discrets, avec l'aide, du Qatar, avec l'aide de l'Égypte et avec l'aide même de la France, pour, essayer, de contenir le conflit, en fait, de contenir le conflit, que ça n'ait pas un impact, radical, économique et financier trop lourd. Je ne sais pas où ça en est, hein, cette initiative, on le saura assez vite. Ce qui est sûr, c'est que les Iraniens, pour l'instant, en tout cas officiellement, ne sont, absolument pas preneurs d'une quelconque, négociation, avec les États-Unis, en tout cas sur la base des déclarations de Donald Trump et des désirs de Donald Trump qui expliquent qu'il voudrait une capitulation inconditionnelle. Donc ça, c'est encore une fois, ça paraît, c'est un peu fou, si vous voulez. C'est un peu comme, l'Ukraine et derrière l'Europe et les États-Unis pendant longtemps, qui disent à la Russie, qui a la main militairement, de capituler et de se retirer de ce qu'elle a pu prendre du territoire ukrainien. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le monde réel, en fait, mais ça fonctionne manifestement comme ça dans les esprits de ceux qui dirigent les États-Unis aujourd'hui. En tout cas, au plan militaire, les Iraniens, bien sûr, n'ont évidemment pas, du tout la force de frappe américaine, c'est évident, mais ils font quand même un carton. Ils font quand même un carton, et surtout leur objectif est, d'aveugler les États-Unis, en fait, pour les empêcher, d'arriver à éliminer toutes leurs rampes de lancement et tout leur arsenal balistique. Ils ont, vous savez, détruit, plusieurs radars d'alerte précoce américains qui étaient dans la zone. Ils détruisent les systèmes, d'interception, donc THAAD et Patriot. Les stocks américains, mais ça aussi tout le monde le savait, mais on a fait comme si c'était pas un problème,
ne sont pas quand même en très bon état et jusqu'à quel point vont-ils, permettre de soutenir, une offensive de cette envergure? Je ne sais pas. En tout cas, les gardiens de la révolution continuent de les détruire, si vous voulez. Donc, il y a une évolution, à mon avis, des buts de guerre américains qui, au départ, étaient assez confus. Enfin, il y a eu des déclarations dans tous les sens, mais en gros, c'était le changement de régime, l'installation, d'un régime favorable, la décapitation, bien sûr, de tous les responsables. Enfin, il s'avère qu'on les décapite, mais le niveau en dessous prend et assume l'autorité et arrive à tenir le pays pour l'instant, en dépit de toutes nos tentatives. Mais ce qui me semble assez clair, c'est qu'on n'est plus dans le changement de régime. Là, les Américains ont compris que c'était un peu en panne, ça. En revanche, c'est la destruction économique du pays et vous avez certainement vu, tout un tas d'images sur les frappes, américaines et israéliennes sur des objectifs en plein Téhéran, et dans d'autres villes iraniennes. Donc il s'agit de détruire les infrastructures économiques du pays pour qu'ils ne se relèvent pas. Et alors peut-être, espère-t-on, à un moment donné, ça fera, réfléchir le pouvoir ou la population ou la population. Bon, en tout cas, les Américains cherchent à frapper frénétiquement, toutes les bases de lancement, toutes les bases de drones. Les capacités de défense iraniennes diminuent, mais eux sont quand même toujours capables de frapper toutes ces plateformes, hein, terrestres, ce qu'on appelle les plateformes ISR, c'est-à-dire Intelligence, Surveillance and Reconnaissance and Surveillance. Et on ne voit pas très bien où ça peut mener, si ce n'est à un moment donné où il va falloir décider, soit on envoie des forces au sol, et ça ce serait, alors là, ce serait vraiment l'englument complet, soit éventuellement des forces spéciales, ça c'est peut-être un peu plus probable, mais qu'est-ce qui peut bien leur arriver? L'importance du territoire iranien, comme je l'ai expliqué, la déconcentration maximale en fait des défenses iraniennes rendrait, à mon avis, un déploiement au sol, même de forces spéciales, de commandos, délicat, en tout cas pas du tout assuré de succès. Et puis qu'est-ce que devient le succès? Quels sont les termes du succès? Voilà, et ça risque surtout, à mon avis, plus les Américains vont frapper fort et vont essayer de détruire économiquement le pays, plus il y aura bien sûr des dégâts terrifiants, mais il y aura aussi des pertes civiles. Donc la cohésion nationale, euh, eh bien, peut aussi se renforcer, et ça, je sais bien que beaucoup expliquent que le peuple iranien est pris en otage, du régime iranien, des ayatollahs, et vit, dans une contrainte terrifiante et depuis, plusieurs décennies. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une cohésion et surtout un nationalisme de cette population, et surtout, il y a de fait une attaque, et je dirais que face à une attaque, eh bien, une population assez naturellement, ne se fractionne pas, mais elle se rassemble. Donc ça aussi, c'est notre ethnocentrisme, notre manière de concevoir les choses, d'imaginer que tout va se morceler, que les gens vont se diviser, que les uns vont se battre contre les autres. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des parties de la population iranienne qui est finalement heureuse que le pays soit en train d'être détruit, parce qu'ils s'imaginent que derrière il y aura un régime ouvert et moderniste. Bon, ça reste à voir, avec qui, comment. On sait bien que, politiquement, il n'y a pas en Iran, à ma connaissance, de courant politique alternatif, parce que le régime ne le laisse pas exister, évidemment, et que l'imposition d'un pouvoir de l'extérieur, c'est un peu comme les frappes aériennes, si vous voulez, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, la magie Trump, si vous voulez, est en train de s'évanouir. Et même certains alliés, que
ce soit les Indiens, mais je pense aussi aux Azerbaïdjanais, je pense au président Aliyev, sont en train de se dire que le vent tourne et qu'il s'agirait peut-être de préserver un peu ses intérêts. On sait que l'Azerbaïdjan a apporté de l'aide humanitaire à l'Iran récemment, que Aliyev s'est entretenu très récemment avec Vladimir Poutine, euh, voilà, qu'il a remercié de sa coopération en faveur de l'Iran. Bref, il y a en tout cas un hiatus entre la situation militaire, les problèmes militaires encourus par les Américains sur le terrain, le défi à leurs objectifs militaires même, et israéliens bien sûr, et le narratif, si vous voulez, la manière dont c'est présenté dans les grands médias, et dont c'est présenté surtout à la Maison-Blanche, parce qu'il y a des déclarations lunaires du président qui continuent à expliquer que tout va très bien, tout se passe très bien, et même les problèmes économiques, dit-il, en fait, ne touchent pas les Américains qui produisent tellement de pétrole et de gaz. Bon, ça touche les autres, mais ça touche beaucoup moins l'Amérique. Bon, c'est un message assez clair de mépris et d'indifférence aux conséquences subies par les alliés des États-Unis, en l'espèce les Européens, malgré tout. Là, que nous, ça casse complètement nos équilibres monétaires, financiers, énergétiques, industriels. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de le traumatiser à partir du moment où les États-Unis s'en sortent bien. Mais c'est faux. Les États-Unis ne s'en sortent pas bien et la guerre va continuer s'il n'y a pas, à mon avis, de solution diplomatique trouvée. Et ça va être très difficile avec les déclarations américaines telles qu'elles sont faites de trouver une solution diplomatique avec le pouvoir iranien tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire arc-bouté dans une position de défense, là pour le coup, existentielle. Bon. Donc, économiquement, peut-être que l'Amérique pour l'instant s'en sort bien parce qu'elle a son gaz et son pétrole, mais je rappelle que les pays du Golfe, du fait de la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, ont des entrepôts et des stocks, si vous voulez, de pétrole. Ils ne peuvent plus produire, donc ils stockent, parce qu'ils ne peuvent plus exporter, si vous voulez. Le système est fait pour que il y a un flux permanent entre la production du Moyen-Orient et l'exportation et la dépense de l'autre côté. On parle de plus de 20 millions de barils jour. À partir du moment où l'endroit par lequel passe tout cela, en tout cas une grosse partie, n'est plus praticable, parce que trop dangereux, les stocks s'accumulent et donc les prix ne vont pas aller dans le bon sens, si vous voulez. Et ça veut dire aussi que les Américains, au bout d'un moment, vont subir eux aussi des conséquences, avec de l'inflation, avec une incapacité à baisser les taux, ce qu'ils avaient en tête. L'économie mondiale va souffrir. Plus cette guerre dure, plus l'économie mondiale va souffrir. Elle va, et surtout, c'est l'échec total, enfin à mon avis, en cours, finalement du coup de dé, du pari fou qu'a pris Donald Trump en décidant d'intervenir contre l'Iran, c'est-à-dire il a cru qu'il allait donner un coup de grâce, en fait, au système alternatif, à la multipolarité du monde qui, pour lui, met en danger non seulement la suprématie du dollar, mais l'idée que les États-Unis se font d'eux-mêmes comme de la puissance hégémonique mondiale et qui doit le rester. Là, on peut dire que c'est raté. Voilà, de mon point de vue, c'est raté. Il a cru pouvoir couper la Chine par l'opération Venezuela et par l'Iran, l'opération en Iran contre l'Iran, de son pétrole pas cher. Oui, mais enfin pour l'instant, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce la relation sino-russe et la capacité qu'a la Russie de fournir la Chine de manière alternative. Ça casse l'image américaine dans le monde entier. Ça
Ça ne renforce ni l'influence, ni la perception de la sécurité que peuvent apporter les États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Même si eux s'en moquent, malgré tout, ils vont en faire les frais. Alors, il y a, comme je vous en ai déjà parlé, je crois, cette visite d'État à la fin du mois de mars, qui pour l'instant est toujours confirmée, de Donald Trump en Chine. Et je pense que là, ce sera peut-être le moment, et je le souhaite, où si tout le travail préparatoire secret est fait en amont par ailleurs, puisqu'il y a quand même il y a un certain nombre de discussions qui se tiennent en Russie, à Oman, enfin voilà, au Qatar, en Turquie en ce moment. Donc si tout ce travail arrive à faire sortir les termes d'un accord, ou en tout cas d'un compromis acceptable pour l'Iran et qui permette aux États-Unis de sauver la face, peut-être que, je le souhaite de tout cœur, la visite d'État de Trump en Chine va permettre de mettre tout cela en forme, ou en tout cas de lancer une dynamique permettant voilà, au monde de sortir de cette crise dans laquelle l'Amérique nous a lancés, en fait. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Iran ne va pas faire de capitulation, encore moins inconditionnelle, que les frappes aériennes, on en voit les limites, mais bon, ça fait 30 ans qu'on en voit les limites, hein. Déjà au Kosovo, on en a vu les limites. Hein, ça a coûté des milliards aux États-Unis, et on imagine ce que ça va coûter là. Et ça n'a pas. Milosevic avait été réélu l'année d'après, je le rappelle, à ceux qui ne s'en souviendraient pas. Donc là, la question pour les Américains, c'est comment maquiller une défaite en victoire, en fait. Comment sauver la face? Comment sauver la face? Parce qu'ils peuvent peut-être détruire en Iran tout ce qui ne bouge pas, hein, parce que tout ce qui bouge, c'est un peu plus compliqué, mais ça ne va pas effondrer a priori le régime, ni désintégrer la société iranienne comme ils le souhaitaient. Parce qu'encore une fois, les termes de la victoire ne sont pas les mêmes pour les Américains et pour les Iraniens. Et ça, c'est tout le problème, c'est que quand nous menons nos guerres, j'ai écrit un bouquin en 2013 là-dessus, nous les menons avec nos catégories mentales, avec notre histoire, avec ce que l'on considère comme étant pour nous les termes d'une victoire, ce que ça veut dire de vaincre. Ça veut dire détruire l'autre, ça veut dire le mettre à terre, ça veut dire... Bon, pour l'Iran, c'est pas du tout ça. Encore une fois, pour l'Iran, gagner, c'est survivre. C'est survivre à cet extraordinaire déploiement de puissance hostile. Donc, pour l'instant, ils sont en train de gagner. Donc, quel est le gagnant indirect de tout cela? Pour moi, on peut dire que la Russie tire son épingle du jeu. D'abord, ils fournissent du renseignement aux Iraniens, j'allais dire comme les Américains en ont fourni et en fournissent d'ailleurs toujours aux Ukrainiens. Donc c'est un peu la réponse du berger à la bergère, voilà. Il n'y a pas besoin d'intervenir militairement pour l'Iran à ce stade, mais en revanche, il est clair que les capacités de défense iraniennes sont largement confortées et renforcées par le soutien qui est apporté au régime iranien et aux forces iraniennes par les Chinois, mais aussi par les Russes. Bon, donc voilà, il y a eu des déclarations de Vladimir Poutine, je crois hier ou avant-hier, qui a rappelé que les États-Unis ont voulu mettre toutes les relations économiques internationales en danger, enfin les ont mises en tout cas, qu'ils ont voulu déstabiliser le Moyen-Orient encore une fois, que la Russie a toujours été, dit-il, mine de rien, un fournisseur fiable, enfin sûr et stable pour le monde entier. En Europe, évidemment, il est fiable pour des partenaires fiables. Donc là, ça réduit le nombre. Hein. Vous avez la Hongrie, la Slovaquie. Bon. Pour les autres, comme il a dit, si les autres ont besoin de nous,
eh bien qu'ils viennent, qu'ils fassent amende honorable, en fait, et donc qu'ils fassent des concessions sur l'Ukraine. Parce que, pour l'instant, comme il l'a dit, les Européens, ont voulu couper toute relation énergétique avec la Russie, et on vient de prendre d'ailleurs des décisions à cet effet qui disent que fin 27, c'est terminé. Je ne parle même pas des sanctions, je ne parle même pas de tout le reste, et cetera, et du conflit en Ukraine. Donc Poutine, il est là, il a beau jeu, évidemment, là, c'est son heure, de revanche, si vous voulez, de dire: «Bah, écoutez, là, maintenant, c'est votre propre allié, n'est-ce pas, américain, qui, vous a mis dans une panade, énergétique considérable, et bah, nous sommes là, mais entre guillemets, venez nous chercher. On va pas, voilà, on peut, comme il a dit, nous pouvons rebalancer nos exportations totalement, vers l'Asie, heu, sauf si, vous nous donnez des raisons de ne pas le faire». Bon, donc on voit bien qu'il y a là un grand bargain dont l'Ukraine, fera peut-être, c'est à voir, les frais. Il faut pas, sous-estimer, la capacité, de certains Européens à ne pas vouloir sortir de leur fuite en avant, dans soi-disant le soutien à l'Ukraine, qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un peu, soutenir un pays, comme la corde soutient un pendu, c'est-à-dire ça ne de mon point de vue, ça ne l'aide pas. Il faut absolument trouver un accord, de paix, global, en Ukraine, en Europe, et reconstruire la sécurité européenne, et ça ne peut se faire, en fait, que par un véritable accord entre les Américains et les Russes. Mais pour ça, il faut que les Américains comprennent, un, qu'ils ont besoin des Russes, ça je pense qu'ils sont en train de le comprendre pour se sortir de ce désastre, et deux, que Donald Trump comprenne que, la Russie n'a pas plus que l'Iran, et encore bien moins que l'Iran, l'intention de capituler sur aucune de ses demandes profondes, anciennes, de sécurité, vis-à-vis, des États-Unis à propos de l'Ukraine, c'est-à-dire en Europe. Donc là aussi, il faut vraiment, à mon avis, si les Américains veulent sortir de ça, mais le veulent-ils? C'est une grande question, à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais s'ils continuent à accumuler les pertes, les risques, les dangers, il va falloir quand même sortir de là, et pour ça, il va falloir reprendre les choses plus globalement et accepter d'une certaine façon un partage, du monde, un nouveau Yalta, entre les Chinois, les Russes et eux. C'est voilà, et dont l'Europe, si elle n'est pas trop bête, pourra peut-être, trouver, enfin dans lequel l'Europe pourra peut-être trouver quelques bénéfices. Mais enfin, pour l'instant, on n'y est pas évidemment. Pour l'instant, les Américains continuent à expliquer que tout ça va très bien se passer et que l'Iran va finir par, se mettre à genoux ou être mis à genoux. Heu, voilà. Alors les conditions iraniennes, parce qu'il y en a des conditions iraniennes, hein, pour arrêter cette guerre d'attrition contre les forces américaines, et d'humiliation, parce que c'est surtout une humiliation, en fait, qui est imposée aux États-Unis actuellement et à Israël. C'est évidemment, trouver un accord, mais un accord formel et un accord approuvé par le Congrès américain. Parce qu'on se souvient que le JCPOA, l'ancien accord nucléaire de 2015, qui avait été négocié et discuté par l'administration Obama à l'époque, avait été mis en place, commençait à être mis en œuvre, et quand Donald Trump est arrivé, en 2017, je crois, il en est sorti. 2018, je ne sais jamais. Il en est sorti, il a sorti les Américains sous pression israélienne, mais pas seulement, il a sorti les Américains du JCPOA. Les Iraniens ont continué à en respecter les termes pendant un moment. Les Européens, soi-disant, ont dit qu'ils allaient faire un mécanisme pour que l'accord tienne en place, mais en fait, très vite, ils ont, relancé aussi des sanctions, et ils sont sortis de facto, d'une relation, normale avec l'Iran, et donc il va falloir revenir à quelque chose de cet ordre-là.
mais pas en demandant à l'Iran, de se mettre tout nu et de s'offrir, de mettre la tête sur le billot et d'attendre que les États-Unis la coupent, si vous voulez. Donc en termes de missiles balistiques, en termes d'enrichissement nucléaire à des fins civiles, tout ça va être à renégocier. Renégocier. Donc, ils veulent un engagement dont les Américains ne puissent pas se retirer unilatéralement comme ils l'ont déjà fait une fois. Ils veulent évidemment la fin des sanctions, le déblocage de leurs avoirs gelés. Ils veulent qu'Israël quitte le Liban. Bon, enfin, je vous dis ce qu'ils veulent, hein, ça ne veut pas dire que c'est accessible, hein, ou atteignable. Ils veulent que le cessez-le-feu soit respecté. Ils veulent qu'il y ait un engagement de non-agression. Mais que peut valoir un tel engagement dans l'état actuel de la destruction des relations de confiance entre l'Iran et les États-Unis, sachant que par 2 fois, ils étaient en pleine négociation quand ils ont été attaqués. Et évidemment, ils veulent aussi le retrait des forces américaines du Moyen-Orient. Bon, donc en fait, l'Iran, si vous voulez, en tout cas au stade actuel et officiellement, veut une forme de capitulation américaine. Voilà, et même israélienne, à vrai dire, et qu'on reconnaisse qu'il y a un statu quo et qu'il n'y aura plus d'agression. Voilà, il n'y aura plus d'agression contre la République islamique. Bon, voilà, encore une fois, je vous présente les choses. Je ne vous dis pas c'est bien, c'est mal, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre ce que les uns et les autres veulent et ce que les uns et les autres peuvent. C'est 2 choses différentes. Bon, donc, pour terminer, au point où nous en sommes, la guerre n'est pas finie parce que je pense que les Américains ne sont pas au bout de leur logique encore, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point est-ce que ça va être supportable économiquement et politiquement pour Trump? Parce qu'on sait qu'au bout de 6 ou 8 semaines, il doit quand même aller devant le Congrès et expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et on sait que devant le Congrès, à l'approche des midterms, enfin à l'approche dans 8 mois, il y a évidemment, il aura fort à faire et il a une bande d'adversaires résolus, sans parler de tous ceux qui s'estiment totalement trahis par rapport au projet MAGA, c'est-à-dire quand même une grande partie de ses supporters, de ceux qui ont permis sa réélection, qui sont contre cette intervention, et une majeure partie de la population américaine est contre cette intervention, dans tous les sondages. Donc, contrairement à ce qui se passe en Israël. Mais pour Israël, ça n'a pas du tout la même portée, évidemment. Pour les Américains, il n'y a pas d'intérêt de sécurité qui ait justifié une telle intervention. On peut raconter n'importe quoi, que les missiles iraniens pouvaient toucher je ne sais quoi aux États-Unis, que ci, que ça, que l'Europe était menacée. Bon, la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Donc il n'y avait pas de menace immédiate contre les intérêts de sécurité des États-Unis, ce qui peut justifier une action, mais même pas préventive. La guerre préventive, c'est encore une notion, ça, extrêmement occidentale, qui ne rentre pas tout à fait dans les canons du droit international. Pour ce qu'il en reste, vous me direz, ça ne sert plus à rien. Moi, je pense que ça sert. Voilà, je pense que le droit international n'est pas fait pour les chiens et il est fait en tout cas pour les plus faibles. Parce que sinon, effectivement, on est dans la jungle profonde. Et c'est un peu ce qui se passe, mais dans la jungle profonde, certes, il y a les grands animaux, mais il y en a aussi qui, mine de rien, se défendent beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Donc, je termine sur cette métaphore animale, mais qui me semble assez, assez opérationnelle dans le contexte. Je pense que si les États-Unis ne veulent pas se retrouver face à un épuisement, non seulement de leur puissance, de leur influence, mais aussi de leur crédit, de leur autorité, de leur prestige international, vis-à-vis quand même de la majorité du monde. Je parle pas de l'Iran là, ou je parle même pas des Russes ou des Chinois. Je parle de tout le reste de la planète qui quand même compte. Eh bien, il faut qu'ils arrêtent, qu'ils interrompent cette faillite dans laquelle ils se sont engagés, parce que c'est une faillite, en fait, si vous voulez, face au réel. Encore une fois, les faits sont têtus,
La réalité est là, on ne peut pas l'escamoter simplement avec des narratifs, euphoriques ou martiaux, ça ne suffit pas, d'expliquer qu'on est victorieux, pour l'être. Voilà, on voit ça en Europe sur le théâtre ukrainien, on voit ça, maintenant au Moyen-Orient et il serait temps vraiment de se souvenir qu'il y a aussi d'autres catégories possibles dans les rapports internationaux qui s'appellent le dialogue, le compromis, le respect et que ça n'est que comme ça qu'on peut arriver à des solutions imparfaites mais, vivables. Voilà. Je vous laisse, sur, cette dernière, note d'espoir. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle mondoscopie et d'ici là, pour les membres du cercle, je vous retrouve, vendredi pour une clé du monde. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, n'hésitez pas, appuyez, likez, partagez, abonnez-vous, soutenez-nous. Voilà. Bonne soirée chers amis. Au revoir.